Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. L'école d'architecture de Nantes et le studio Le Rouge et le Noir a le plaisir d'accueillir ce soir Paul Imbert, professeur à l'école d'architecture et d'ingénieur de Fribourg, associé à Laurent Vuillemier au sein de l'agence LVPH Architecte, qui développe des projets sur l'ensemble du territoire suisse. Cette conférence, qui s'intitule « Maison de campagne », s'inscrit dans l'invitation de Sébastien Marot à prendre, je cite, « la clé des champs » en requestionnant, entre autres, notre rapport au territoire. Le territoire en question, ici, est celui du paysage suisse et de ses différents contextes bâtis que nous allons découvrir à travers la présentation des projets de l'agence LVPH. Ce paysage, caractérisé par ses montagnes et par l'omniprésence de la nature qui interpénètre les zones urbaines, subit l'augmentation de la démographie et fait de la densification et de l'économie du sol des enjeux majeurs. L'architecture suisse est souvent reconnue, perçue pour ses qualités constructives, pour la relation entre concept, forme et construction, pour son rapport au paysage, qu'il soit banal ou remarquable. Si cette inscription locale fascine comme réponse située, ce paysage, cette architecture ont pour point commun d'entretenir un rapport étroit à la mémoire qui, comme l'analyse conjointement Jacques Lucan, Martin Steinmann, Marcel Mély, installe une continuité avec le modernisme. Plus qu'une rupture, il a été reçu comme un héritage. C'est dans ce cadre théorique, cette matrice géographique et culturelle, que s'inscrit le travail exploratoire de l'agence LVPH, qui prolonge cette réflexion sur les lieux, le temps, les souvenirs d'enfance, le jeu de la matière manipulée et construite, la responsabilité de l'architecte et bien sûr la question de l'architecture aujourd'hui. Merci Jean-Michel. Bonsoir. Vous n'êtes pas trop fatigué, ça va? C'est un plaisir vraiment de venir faire cette conférence ici. Pour moi, c'est toujours une occasion de présenter notre travail à travers une nouvelle focale et puis aussi de découvrir l'école, de voir les ateliers. C'est toujours passionnant. Alors, j'ai organisé une petite conférence en une petite sélection de projets qui devaient illustrer un peu le thème qui a cours dans l'école. J'espère qu'on ne m'a pas invité en pensant on invite un Suisse, comme ça sera hyper bien organisé et puis ça va rouler comme sur des roulettes. C'est toujours un peu improvisé quand on fait des conférences, ça sera le cas ce soir. Mais voilà, j'espère que ça sera intéressant. Ça devrait durer, j'imagine, 1 heure et quart, pas plus, pour rassurer les organisateurs par rapport à l'extinction des feux à 9 heures. Maison de campagne, donc Jean-Michel l'a dit, je travaille en Suisse. La Suisse, c'est un pays relativement petit. On a 41 000 mètres carrés, 8 800 000 habitants, donc c'est à peu près 8 fois plus petit on est 8 fois moins dense que la France. Et puis, ce qui est particulier, c'est qu'on a, par rapport à l'ensemble du territoire, 5% du territoire qui sont des zones constructibles et 95% de la population habite sur ces zones constructibles. Et puis, en fait, là aussi, l'ensemble de cette population habite le plateau. Donc le plateau, c'est toute la zone qui n'est pas occupée par les montagnes, les 95 ou 95%, pardon. Ça va du lac de Constance au lac Léman. Donc on a une densité qui est assez intéressante, qui apparaît assez facilement sur cette carte, où on devine Lyon, on devine au-dessus le lac Léman. Donc on a une sorte de densité assez homogène dans le territoire des campagnes suisses, peut-être contrairement à la France, où on a un débat, je crois, beaucoup plus grand sur la désertion des zones rurales. Chez nous, on est dans une densité différente. Certains architectes parlent de la Suisse ou du plateau comme d'une grande ville. Pour moi, je crois que ce n'est pas du tout une grande ville, c'est plutôt une sorte de grande campagne hyper bien connectée. Et puis, ça, c'est la ville de Fribourg. On a une de nos agences qui présente bien le paysage dans lequel on intervient, un paysage très classique en Suisse. En Suisse, vous avez une ville, vous avez quasiment
toujours des champs à proximité directe, à quelques encablures, à quelques centaines de mètres, et puis souvent une interpénétration de la nature avec la ville. Et voilà, nous, on travaille depuis une vingtaine d'années dans ces contextes voilà, assez spéciaux. Et c'est vrai qu'on n'a pas ouvert tout de suite. Nous, on est les deux issus on a fait nos études à l'École Polytechnique fédérale de Lausanne. Et puis, avant d'ouvrir notre agence, on a pas mal bourlingué. Laurent, mon associé, lui, il était plusieurs années en Azerbaïdjan, où il a fait de la reconstruction de villages après la guerre. Donc, c'était plutôt de l'architecture humanitaire. Et puis moi, j'étais assez longtemps au Portugal, où j'ai fait mes premiers chantiers. J'ai travaillé dans de nombreuses agences. J'ai travaillé aussi fait des maquettes pour CISA et son maquettiste pendant assez longtemps. Et on s'est retrouvés avec Laurent pour créer notre agence en 2003 à travers l'opportunité de transformer une grange. Donc ça, on commence quasiment toujours nos conférences par ce projet. C'est le projet fondateur. Quand on s'est retrouvés, on n'avait pas de local, on n'avait pas de lieu de travail. Donc par rapport à la grange, on a pris la grange attenante au projet qu'on devait transformer. Et puis avec des matériaux de récupération, un silo à grains, quelques planchers, on a constitué cette petite boîte isolée qui est toujours l'univers de travail de Laurent actuellement. Et puis pour dire là que par rapport à notre parcours, on a toujours été des constructeurs, c'est quelque chose qui nous intéresse, et puis on a nous-mêmes commencé à faire finalement du recyclage, de la récupération, un petit peu avant l'heure, plutôt pour des questions de moyens. C'était vraiment fait avec, on a construit notre agence qu'avec du matériel de récupération. Là, vous voyez donc la fenêtre en longueur que vous voyez là, c'est la fenêtre de l'agence qu'on avait créée. Et puis depuis, en 20 ans, l'agence a grandi. On a une trentaine de collaborateurs répartis sur 2 sites. Et voilà, pour aujourd'hui, par rapport à cette équipe, je pense que ça fait plaisir. On a des anciens collaborateurs qui sont ici parmi nous. Que dire enfin, il y a peut-être un détail. Je suis désolé, quand je prépare des conférences, j'ai toujours des images qui se baladent et qui sont un peu absurdes. Mais elle permet peut-être de dire un truc important, c'est que Laurent et moi, on est cousins germains, donc on se connaît depuis très longtemps. Laurent, il a les pantalons rouges et le pull bleu, et puis moi, je suis le garçon avec la panthère. J'ai pas pu prendre la panthère aujourd'hui, mais voilà, tout ça pour dire que, vous voyez à l'accoutrement, on est un petit peu une famille de paysans quand même, quoi, je crois. Et puis une famille avec du style, vous pouvez le voir. Je ne suis pas sûr que le style a vraiment changé aujourd'hui. Donc on travaille dans ces contextes un peu particuliers des zones rurales depuis longtemps. On a fait, je pense, construit une quinzaine de projets assez différents. Et pour aujourd'hui, j'ai essayé de choisir des projets un peu énigmatiques, un peu légers, que je connais bien et qui ne sont peut-être pas trop lourds à concevoir ou à comprendre pour vous. Et puis j'ai aussi essayé de faire une transgression sur des projets un peu plus grands qui occupent notre agence aujourd'hui. Patrimoine rural, c'est vrai qu'en Suisse, on est confronté vraiment à la préciosité du territoire. On a très vite, dès qu'on sort des zones urbaines, on a des questions qui sont qu'est-ce qu'on fait avec le patrimoine agricole ? On a des zones les zones agricoles sont protégées en Suisse. On ne peut pas construire en dehors des zones à bâtir. Et puis, dès qu'on est dans des villages, dans des zones rurales, la question du patrimoine, est-ce qu'il est protégé ou pas, est une question essentielle. Et puis, c'est avec ça que nous, on a commencé à travailler. C'était ce prétexte pour faire des logements, des transformations peut-être vraiment différentes. Donc, je commence par un petit projet qui se trouve au Mouret, qui est pour un projet très particulier, dans le sens où c'est une commande qui a été faite par alors je cherche le projet, j'ai pas mes lunettes, il est là, qui a été faite par c'est une commande qu'on a reçue d'un architecte qui était à l'époque architecte de la ville de Fribourg. On est à proximité de Fribourg, et puis qui avait acquis ce bien. Vous voyez là une ferme assez ancienne du début 18e siècle, protégée avec une façade protégée dans une zone un peu bizarre, un peu encaissée. Et puis un bâtiment
voilà, assez vétuste vraiment, mais avec des qualités assez exceptionnelles à l'intérieur, par contre particulièrement pourries. Et puis bien sûr, nous comme architectes, on a toujours ces réflexes quand quelqu'un nous demande un avis, notamment pour ce bien. J'étais allé visiter avec lui le bien. Le lendemain, il me semble que j'étais assez sceptique. Le lendemain, il m'a rappelé en me disant là, Paul, tu m'as convaincu, c'est super, j'ai acheté. Et puis, il avait un budget vraiment hyper réduit pour rénover ce bien. Il s'était endetté et on savait qu'on allait devoir faire 3 appartements dans cette structure qui avait la particularité d'être vraiment, de ne pas avoir été transformée avec le temps. Vous avez la partie devant qui est la partie habitation. C'était une maison qui était partagée par 2 familles de paysans, la cuisine au centre. Et puis, au-dessus de la cuisine, une énorme borne qui servait de fumoir pour ces 2 familles, et derrière les étables. L'achat du bien, elle a été aussi faite parce que le propriétaire était architecte, mais il était éleveur de chevaux, donc il souhaitait transformer cette étable pour en faire ses écuries. Une coupe aussi complètement incroyable dans ce patrimoine, là aussi complètement authentique, avec une symétrie parfaite. Les 2 parties qu'on voit latérales, c'était des parties pour stocker le grain. Et puis la question, c'était comment intervenir dans un patrimoine comme ça sans bouleverser toute l'architecture, en gardant quand même sa substance, et comment surtout le rendre habitable en termes d'isolation et en termes thermiques, en sachant qu'en Suisse, on a des normes particulièrement accrues pour ce type de projet. Alors voilà, la stratégie, ça c'est des petites maquettes d'études qu'on a fait au départ. La stratégie, c'est de se dire que peut-être que d'essayer de doubler, plutôt que de doubler les cloisons intérieures, de changer les fenêtres, il fallait plutôt intervenir avec une sorte de membrane très fine à l'intérieur et de s'inspirer des maisons japonaises qui créent par des couches successives, qui arrivent à isoler les maisons avec des couches. C'est ce qu'on a proposé au maître d'ouvrage comme stratégie d'intervention. Et puis l'autre stratégie, c'était de dire toute la partie protégée, on va créer une zone, justement, une sorte de zone intermédiaire que vous connaissez bien, je pense, dans cette école, parce que c'est aussi une des caractéristiques architecturales qu'on trouve. Et on va condenser absolument tous les services dans le mur qui sert de mur coupe-feu, en faisant une sorte de gros mur épais où on trouve 6 salles de bain, 2 gaines, un escalier. Donc et avec ça, ça nous permettait de libérer complètement le plan et l'étage. En coupe, on a pu réaliser un fantasme d'architecte qui était de faire une cuisine de 14 mètres de haut, en plaçant le plan de travail au centre. Et puis, on a pu, là aussi, je ne l'ai pas dit, mais à l'arrière, créer 2 duplex qui profitent là aussi de terrasses qui sont des terrasses couvertes, et où chaque locataire a son intimité. Donc, on s'est lancé dans cette aventure. C'est un projet relativement ancien, de 2000, il a pratiquement 10 ans maintenant, plus. Et puis, ça, c'est la photo de la cuisine. Donc, c'est quasiment impossible de photographier cette cuisine. On est obligé de faire des collages, tellement c'est vertical. C'est évidemment impossible à nettoyer, cette borne. Il y a des grandes toiles d'araignées qui se baladent. Mais voilà, c'est aussi ça la force de ce genre d'espace. Quand on travaille dans le patrimoine agricole, on peut tout à coup créer des espaces qu'on n'arriverait jamais à reproduire dans du neuf. Et puis c'est ça le charme, je dirais, de ce type d'espace. Là, vous voyez les espaces latéraux avec là aussi une surprise assez intéressante, c'était de voir que quand on créait cette membrane en verre, on avait un effet de reflet et de luminosité qui se crée à l'intérieur de la maison qui était particulièrement intéressant. Et puis à l'arrière, là aussi, une chose qui est particulièrement difficile à réaliser, en tout cas qui nous intéresse nous particulièrement, c'est la question du non-fini dans l'architecture. Comme jusqu'à quel point on doit absolument finir dans la construction tout ce qu'on fait, tout ce qu'on retouche. Donc là, avec un budget très serré, on était obligé de mettre l'argent exactement au bon endroit et à dire au maître d'ouvrage, écoute, le toit, on va le laisser en l'état pour l'instant, tu le referas dans 1 année, 2 ans, ce n'est pas urgent. Et c'est particulièrement, c'est un type d'architecture qui est absent en Suisse, parce qu'en Suisse, c'est vraiment le pays de la perfection. Les gens qui rénovent, ils rénovent de manière parfaite, de A à Z. Et puis, des fois, c'est complètement absurde. Et ces contraintes financières dans un projet comme ça, c'était un point qui nous intéressait vraiment particulièrement.
Là, vous voyez, donc c'est des façades, on a simplement troué la façade pour faire les duplex que vous voyez en coupe, et puis on a surélevé, on s'est inscrit dans la structure existante du bâtiment, puis ça a permis là aussi de créer des boxes de chevaux sous la structure. Donc là aussi, en termes d'isolation, on n'isole pas contre terre, on a un projet qui est très très simple en termes d'intervention constructive. Ça, c'est des espaces intérieurs des 2 appartements qu'on trouve à l'arrière, des appartements très compacts, très simples. Et puis ouais, ça c'est un clin d'œil. En Suisse, je ne sais pas si vous avez ça en France, mais en Suisse, on a ce phénomène des locataires nationalistes. Ils ont toujours le besoin de mettre les drapeaux suisses au balcon ou dans leur jardin. Puis avec ce genre de terrasse, c'est assez intéressant parce qu'ils sont obligés d'afficher leur nationalisme. Ils le regardent eux-mêmes, le voisin ne le voit pas, mais ils sont confrontés à leur propre drapeau. Alors je ne sais pas ce que ça provoque avec les années, mais on trouvait ça assez drôle. Et voilà, donc ça c'est ce genre de projet dans des structures qui sont partiellement protégées, qu'on investit. On en a fait un certain nombre, et puis je crois que c'est toute la qualité ou l'intérêt de ces projets, il est justement dans ces dimensions d'espace et dans ces appropriations qu'on peut en faire, qu'on a vraiment de la peine à répéter dans de l'architecture nouvelle. Je passe sur un autre projet qui se trouve là aussi à quelques kilomètres de ce projet qu'on a vu ici. Donc ça, c'est aussi un autre type, on va dire, c'est un projet beaucoup plus patrimonial. C'est une transformation d'un château. Et puis là aussi, c'est souvent des anecdotes, en fait, ces débuts de projet, parce qu'on a rarement eu des maîtres d'ouvrage qui nous demandent directement « j'ai vu ce vous faites, c'est incroyable ». C'est souvent du hasard, de la chance. Là, c'était une promenade avec une amie qui m'avait dit écoute, tu as vu le château, tu pourrais le rénover. Puis je lui avais dit non, mais pour rénover un château, il faut que le maître d'ouvrage te demande. Et puis le lendemain, j'ai reçu un coup de téléphone du maître d'ouvrage qui m'a contacté pour rénover cet objet qui était à l'abandon depuis plusieurs années. Il s'agit d'une sorte de grand manoir du XVIIe siècle avec une partie d'annexe ici et puis toute cette partie-là qui était un bâtiment, une maison d'été qui a été reconstruite, brûlée, mais qui était inhabitable parce que trop grande. Donc il y avait vraiment une question d'assainissement qui se posait. Et là aussi, des plans, on va dire, architecturalement peut-être moins intéressants que ce qu'on a vu avant, mais des plans assez contraints parce qu'on est en partie contre terre. On avait 3 niveaux, avec un niveau où il y avait la cuisine existante, un niveau d'entresol, le niveau noble, et puis des combles qui avaient été réaménagés au XIXe siècle. C'est un bâtiment qui était protégé à l'échelle nationale. Donc là aussi, une marge de manœuvre, on va dire, relativement restreinte pour ce projet. Et une particularité, c'est que voilà, chaque espace que vous voyez là, c'est des espaces qui font 40-50 mètres carrés. Donc des espaces énormes par étage. Et là aussi, une marge de manœuvre très réduite par rapport aux salles d'eau, aux nouveaux éléments et à l'assainissement. Une particularité vraiment intéressante, c'est que le bâtiment avait 3 étages, mais avait aussi 3 entrées. On a une entrée qui se trouve là, on a une autre entrée qui se trouve ici à l'arrière, et puis une autre entrée pour l'escalier qui monte à l'étage pour l'étage. Donc ça a été très vite l'opportunité de dire ben voilà, on a une solution pour faire une transformation en appartement de ce château. Et puis la propriétaire souhaitait pouvoir le louer, donc faire des appartements dédiés à la location. Et on a fait un projet, dans un premier temps, très simple, un projet où on faisait quelques répartitions, un projet un peu qui se fondait dans l'existant, qui améliorait vraiment plein de situations existantes. On voit ça, c'était une sorte de patchwork d'espace. On avait des espaces extrêmement forts avec des peintures murales au plafond comme sur les parois, et puis d'autres espaces qui étaient au niveau du rez-de-chaussée, qui étaient des espaces complètement délaissés avec du linoléum. Il y avait vraiment tout et n'importe quoi. On a fait un projet relativement simple, et puis il y a eu un déclic, je pense, à un moment donné, c'est qu'on allait réaliser ce projet, comme on en a réalisé d'autres, jusqu'à ce que ma compagne qui travaille avec moi me dise « mais en fait, je ne comprends pas pourquoi, dans un projet comme ça, tu ne fais pas un projet beaucoup plus ambitieux ». Et puis ça a révélé quelque chose d'assez
d'assez intéressant, c'était de se rendre compte qu'on avait déjà fait ce type de projet et qu'on n'avait finalement aucun intérêt à refaire la même chose, même si c'était simple. Et puis ça m'a questionné. Je me suis dit, mais comment, ça veut dire quoi être ambitieux par rapport à un projet comme ça? Alors, dans un premier temps, on a démonté toutes les pièces du château qu'on allait devoir de toute façon démonter pour assainir, l'isolation, on a fait des recensements de toutes les fresques. Et puis, dans un deuxième temps, l'ambition, ça a été de dire, OK, on va intervenir là-dedans, mais en montrant l'intervention. C'est-à-dire qu'on ne va pas, on va pas jouer la carte discrète qu'on trouve souvent dans ce genre d'objet, qui est de dire on ne voit pas l'intervention, le passage de l'architecte. Nous, on a dit non, on va proposer au maître d'ouvrage une intervention volontaire où on va marquer toute notre intervention, à chaque endroit où on intervient avec un matériau, qui est un matériau, c'est des lames de sapin, c'est un matériau bon marché, on avait aussi un budget très réduit, et puis le laiton pour toutes les salles d'eau. À partir de là, alors il fallait convaincre la propriétaire, donc on a fait ces grandes maquettes. J'entendais qu'il y avait des étudiants qui étaient réticents à faire des maquettes. Nous, dans tous les projets qu'on fait, c'est des passages obligés. On passe par les maquettes pour tester les espaces. Et l'idée, c'était de dire, voilà, on va proposer une sorte de pose de tatami en bois, en sapin au sol, qui sont préfabriqués. Et puis, comme on a la plupart du temps pas le droit de toucher les murs, c'est des appartements qui sont dédiés à la location, on va proposer des meubles qui structurent l'espace et qui sont intégrés dans le sol. La volonté de ma compagne Delphine, c'était aussi de dire il faut que ce matériau ne soit pas trop propre parce qu'on est dans un environnement ancien, il faut que ça se patine. Donc, avec la volonté aussi d'avoir des lattages qui sont un petit peu irréguliers. Donc, on a fait des grandes maquettes. On a même fabriqué une table qui répercutait exactement la matière et puis le traitement qu'on voulait pour ces sols. On en a fait notre table de réunion de l'agence. Puis à partir de là, on a invité la maître d'ouvrage à faire une réunion. On lui a montré ça. Puis on a eu une validation du concept en disant « Ok, c'est osé, mais on y va, on essaye. » Et puis je vous suis. Et à partir de là, donc tout ce que vous voyez en rouge, c'est les zones de sol qu'on a dû refaire. En rouge plus foncé, c'est les meubles qui viennent habiter ces pièces et qui viennent leur donner une forme de nouvelle fonction, en sachant que dans des pièces de 40 mètres carrés, c'est difficile à meubler, sachant qu'on ne peut quasiment jamais appuyer des meubles contre les parois. Alors voilà, ça c'est. Et puis dans chaque pièce, donc on a un dessin de sol extrêmement précis, un dessin de meuble qui l'accompagne, qui fait partie du sol aussi préfabriqué, qui vient structurer l'espace. Ça c'est une table de nuit avec un rangement à l'arrière. Ça, c'est dans la plus belle pièce, la salle de chasse, une sorte de grand coffre qui sert là aussi d'appui-tête pour le séjour qui vient assez naturellement occuper cet espace. Et puis des zones d'entrée. Donc là, c'est devenu vraiment un thème architectural de voir comment on pouvait utiliser ce matériau unique pour traiter des éléments domestiques et puis leur donner une forme de noblesse et puis d'aspect contemporain aussi à travers le projet. Après, bien sûr, c'est une tête de lit, on s'est amusé, des zones d'entrée qui ont été utilisées, en tout cas par les premiers locataires, comme des ateliers, comme des bureaux. Donc on a vu aussi que c'était quelque chose de très... On a fait volontairement des meubles très appropriables, un peu des deux côtés, autour desquels on pouvait tourner. C'est une maison aussi, dans la division qu'on a prévue, on s'est toujours dit que ce serait dommage de la diviser de manière définitive. Ces éléments, on a aussi créé des portes qui permettent de rendre réversible l'usage d'une maison unique ou de coupler deux appartements. Alors bien sûr, la difficulté, elle vient quand on est sur des éléments plus techniques comme les cuisines, les ventilations, des réfrigérateurs, des fours, les hottes, des choses comme ça. Mais voilà, avec une chef de projet très patiente et puis très appliquée et complètement passionnée, voilà ce qu'on arrive à produire. Il y avait aussi des éléments comme des vaisseliers anciens, du 18e, 17e, qu'on a laissé en fait dans l'appartement à louer. Et puis voilà ce type d'espace qu'on arrive à créer dans les différents lieux. Il y a un moment donné, voilà, il faut se trouver des règles pour se prendre au jeu. Donc de nouveau, c'était assez drôle de se dire, bon, maintenant on va essayer pour tout ce qui est humide de traiter toutes les salles d'eau avec un matériau. Là aussi, en se disant, dans un château comme ça, on ne peut pas se permettre de mettre des lavabos qui viennent de je ne sais pas où, standard. Il faut qu'on fasse quelque chose sur mesure qui soit un peu à
qui est à la hauteur du bâtiment dans lequel on travaille. Bien sûr qu'en Suisse, on a trouvé personne pour faire des lavabos de ce type. En laiton, on a trouvé un dinantier, je pense, de la région, qui nous a fabriqué toutes les pièces dessinées sur mesure. Et puis après, on a aussi fait tous les carrelages en éléments de laiton qu'on a dessinés. Là, on ne trouvait personne pour les poser, donc on a engagé un manœuvre nous-mêmes qui a travaillé sur le chantier pendant 5-6 mois. On a fait des tests d'étanchéité, et puis voilà, maintenant ça fait 6 ans, je pense que c'est en place. De nouveau, je crois que la beauté dans ce genre d'endroit, c'est quand on finit pas, quand on voit les traces. Ça, on a une douche dans la cheminée, c'est ça qui est vraiment qui est assez fascinant dans ce genre de lieu. Donc voilà, c'est des projets qui ne courent pas les rues. C'est difficile d'avoir des maîtres d'ouvrage qui nous donnent autant confiance. Et puis c'est difficile de trouver des objets patrimoniaux avec autant de force. Mais c'est vrai qu'on a aussi un autre type d'intervention qui a été une source aussi de recherche chez nous pour l'agence. C'est quand on travaille dans l'espace rural, c'est dire, bon, soit on intervient dans des structures qui sont exceptionnelles, comme là, et puis on essaye de les mettre en valeur. Sinon, parfois, ce qui est exceptionnel, c'est le terrain dans lequel on intervient, ou c'est la parcelle même, ou c'est l'espace vert. Et puis, quand on est dans ces cas de figure, on va plutôt essayer de réduire au maximum l'impact de la construction qu'on va faire. Donc là aussi, c'est un projet, on va dire, complètement expérimental, auquel on ne croyait pas vraiment, qu'on a fait un peu comme un jeu. En 2012, on est dans une parcelle à Fribourg, une parcelle familiale, donc une parcelle où on avait une maison de maître ici et puis un grand jardin à l'arrière. Et puis on avait fait en 2010 pour la ville de Fribourg un grand projet d'aménagement urbain sur la parcelle à l'arrière. Très bizarrement, à l'époque, la ville nous a demandé d'inclure en fait cette portion de jardin privé dans la planification urbaine. Le terrain appartenant à ma famille, mais ma famille, ça veut dire 12-15 personnes différentes, en fait, on n'avait de toute façon aucun projet concret sur ces parcelles. On n'aurait jamais permis, mes parents n'auraient jamais permis qu'un cousin construise une villa normale dans le parc. Mais on les a faites en se disant, bon, on peut peut-être démontrer qu'on peut laisser tous les arbres et puis on pourrait quand même essayer de faire valider dans la planification des zones constructibles. Ce qu'on a fait, vous voyez, ces zones constructibles, c'est les trétiers qu'on voit à l'arrière, jusqu'au jour où on s'était dit, on pourrait, comme architecte, on cherche toujours du travail, on essaye toujours de le provoquer, et puis là on s'est dit, ça serait quand même cool de fabriquer un petit atelier d'artiste dans ce parc, un atelier pour ma mère qui en avait déjà un, mais voilà, on essaie de la convaincre que ça aurait été bien d'en faire un nouveau. Et puis on s'est aperçu, au moment où on voulait le réaliser, finalement qu'on avait fait des parcelles constructibles, mais que ces parcelles étaient soumises à des servitudes de non-bâtir. Je ne sais pas si vous avez les mêmes termes en France, en faveur de tous les propriétaires du quartier qui se trouvent au nord-est. Donc on avait à peu près 100 propriétaires qui pouvaient nous interdire de construire quoi que ce soit. En fait, il fallait faire passer pour construire ces 100 propriétaires devant un notaire. Donc nous, on a vu notre notaire, il nous a dit « c'est impossible », on est quand même allé les voir, ils nous ont dit « vous oubliez, parce que si on le fait, ça veut dire qu'on vous octroie des zones constructibles, que vous pouvez peut-être vendre votre terrain à un promoteur, et puis qui, lui, va peut-être passer en force, et on va se retrouver peut-être avec des immeubles devant nos balcons ». Et puis c'était une période où je pense qu'on avait le temps, on n'avait peut-être pas beaucoup de travail, je ne sais pas, mais on avait c'est toujours ce truc de se dire bon, on n'a pas grand-chose à perdre, on tente un truc. Et puis le truc, c'était de se dire on va leur proposer autre chose, on va leur proposer d'enlever des servitudes, non pas sur ces parcelles qui faisaient environ 500 mètres carrés, mais sur des parcelles de 6 mètres par 6 mètres. Donc l'idée, c'était de dire on va aller vers eux et on leur dit on aimerait avoir un droit à bâtir sur des parcelles de 6 mètres par 6 mètres. Sur ces parcelles, on va construire des petits pavillons et ces petits pavillons, on va les louer à des gens externes et ils vont nous servir à entretenir le paysage, le parc. C'est un projet complètement minimal, c'est un projet paysager, mais on va chercher l'emprise au sol minimale. Et puis on a fait ça vraiment sans y croire parce que sans propriétaire devant un notaire, ça semblait impossible, d'autant plus que dans les propriétaires, il y en avait qui habitaient au Canada, en Afrique, au Monténégro. Mais il y a eu un phénomène assez drôle, c'est que le quartier s'est réuni, s'est motivé en fait pour défendre ce projet. Et puis tout à coup, on s'est retrouvé un jour avec les 100 signatures. Alors le service du cadastre de la ville n'y croyait pas, mais on avait tout à coup la possibilité de construire ces mini-pavillons.
c'est le projet que je vous montre là. Donc on a 5 parcelles, on en a réalisé 3. Donc en fait, ces pavillons, c'était pour nous, dès le moment où on avait réussi un peu ce pari, mais sans beaucoup d'efforts, c'est plutôt le quartier qui s'est mobilisé pour ça. On s'est dit, on ne va pas faire un pavillon normal, on va faire un pavillon un petit peu expérimental, il faut que ça soit différent. L'idée, c'était aussi de faire un pavillon où on ne comprend pas depuis l'extérieur que c'est une habitation, il faut que ça soit un objet complètement abstrait, qui disparaissent dans le paysage et puis qui soit aussi, voilà, qui puisse se fondre vraiment dans la nature. On ne veut pas d'accès en voiture, on veut des accès à pied. Et puis on aimerait aussi que ces pavillons soient un essai en termes de chauffage, de structure aussi habitable. Donc l'idée, c'était de se dire, on va essayer de construire on va construire un pavillon où on minimise tout le luxe standard qu'on trouve en Suisse. Le luxe, c'est-à-dire le luxe acoustique. On va réduire les planchers à des dalles massives en bois de 10 cm. On va faire juste un escalier ouvert et puis on va essayer juste de faire la salle de bain, la cuisine minimale dans ces structures très très simples. C'est ce qu'on a fait. On a fait un projet très très rapide en quelques mois et puis après on a monté ces pavillons sans savoir si ça allait vraiment fonctionner comme des habitations à l'année ou si ça allait être loué comme des ateliers. Donc ça a très vite, on a très vite eu des listes d'attente. Moi, j'habitais à Lausanne, j'ai dormi une nuit dedans, j'ai déménagé sur le champ. Et puis, vous voyez, donc ça, on a 4 étages. C'est l'étage d'entrée se trouve là, une cuisine, et puis un escalier qui tourne, un peu comme dans une tour médiévale. Donc, cet escalier tournant, il permet de jamais perdre l'espace de distribution. Et puis, au sous-sol, on a une rangée d'armoires, de penderies, où on a un boiler, pompe à chaleur, la salle d'eau. Donc l'idée aussi, c'était que c'est des structures qui ne nécessitent quasiment pas de mobilier quand on les investit. Alors maintenant, ça fait à peu près plus de 10 ans que c'est construit, 12 ans. Et puis, ce qui est assez magique, c'est que, voilà, un peu en travaillant sur la couleur, la teinte de la façade, sur cette idée qu'il faut laisser le pavillon vraiment comme un peu une sorte de radeau au milieu d'un plan d'eau, c'est quelque chose qui se perd vraiment, qui se fond dans la nature. Et puis ça fait partie maintenant de mon quotidien, parce que moi j'habite un de ces pavillons depuis plusieurs années. Et il y a un côté vraiment vacances, un peu magique, qui est assez incroyable dans ce parc. En sachant aussi que l'intérêt de ces tout petites structures, c'est qu'on est quasiment projeté vers l'extérieur. On a vraiment un rapport au paysage qu'on ne peut pas avoir dans des maisons plus grandes. Donc ça, c'est la vue quand vous ouvrez les fenêtres. C'est les fenêtres du dernier étage elles font 2,20 m, je crois, par 1,80 m à peu près. Et puis le seul grand luxe de la maison, c'est que toutes ces fenêtres coulissent dans la paroi. Alors après, au niveau du paysage, tout le champ aux alentours est loué à un paysan qui met ses vaches. Et puis ça, c'est toujours le moment magique. C'est une photo de la semaine passée. Alors, pour les enfants, c'est toujours le spectacle depuis la cuisine, c'est d'ouvrir la fenêtre et puis d'avoir ce dialogue avec les bovins. C'est assez drôle, c'est toujours fascinant, mais voilà, c'est mon fils, il est tout le temps scotché là. La photo déforme, mais les vaches, elles sont à peu près à 2 mètres pour vous donner une idée. Et puis il y a aussi un autre paramètre qu'on a pris en compte, c'est que le paysan nous a expliqué que les vaches, si elles se voient dans un miroir ou dans une vitre, ça peut être dangereux parce qu'elles peuvent charger. Donc chaque fois qu'il y a une vache qui est devant la fenêtre, on est obligé d'ouvrir pour éviter d'avoir une vache qui défonce la cuisine. Donc c'est un projet finalement qui était, on va dire, relativement avec le recul, qui n'est pas si radical que ça. En fait, on a vu que la maison est complètement habitable toute l'année. Avec un feu par jour, on arrive à maintenir une température de 20, 21 degrés même dans les hivers très froids. Ce qui a été assez intéressant pour nous, c'est que c'est un projet qui a généré d'autres projets ou d'autres demandes. Alors, un des projets peut-être les plus spectaculaires qu'on a pu faire suite à ça, c'était une maison pour des paysans, là aussi dans le canton de Fribourg, dans un lieu complètement incroyable. Voilà, on est sur le croisement de ces 2 tout petites routes de campagne. Et puis, vous voyez l'exploitation en vert, c'est l'exploitation, c'est la surface agricole de ces propriétaires. Ils avaient un des parents avec sa compagne habitait cette ferme et puis eux désiraient construire un nouveau bâtiment agricole, un nouveau bâtiment d'habitation qui devait être au centre de la parcelle. Alors, en principe, en Suisse, on a un règlement du territoire qui nous oblige à regrouper
les constructions quand on est en zone agricole. Ce type de construction a été complètement impossible pour des gens qui ne seraient pas exploitants paysans. Voilà, là, on a fait une sorte de plan des nuisances pour démontrer aussi au canton que finalement la ferme, elle était à côté d'une scierie et puis qui rendait en fait quasiment impossible toutes les zones habitables qui se trouvaient juste à côté. On avait un stand de tir aussi qui se trouvait là, et puis on a pu justifier le fait qu'on allait construire au milieu de ce terrain. Ça, c'est des premières maquettes qui montrent un peu l'idée de cette construction au milieu des champs. Là aussi, l'exercice consistait à dire on va construire, mais il ne faut surtout pas que ça ressemble à une maison, il ne faut pas domestiquer le champ, il faut que ça ressemble à un hangar agricole. Et puis ça, c'était la maquette qui correspond le plus au projet qu'on a construit. Donc on voulait que ça soit noir parce que ça se fond plus dans le paysage. Et puis on voulait aussi, à travers une structure très simple, complètement confondre l'échelle du bâtiment, qu'on puisse de loin ne pas comprendre si c'est un bâtiment grand ou petit. On a pu, voilà, c'est un plan très simple. On entre à l'étage du bas sous l'escalier. On a une zone technique et puis deux chambres et une zone de jour au-dessus. Là aussi, les paysans en Suisse ont droit de construire des zones, une certaine surface d'habitation en fonction de la taille de leur domaine. Donc là, on a calculé très précisément ce à quoi on avait le droit de construire. Et puis on a compris, par exemple, qu'il y avait, si on met des armoires, ça ne compte pas. Donc on a commencé à mettre des grandes armoires partout, ça nous arrangeait. Et finalement, on a pu réaliser ce projet. L'autre contrainte, c'était que c'était un projet qui était complètement isolé par rapport à tous les réseaux. Donc là, c'était aussi l'opportunité de proposer une maison autonome avec un toit solaire, des batteries du style Tesla, donc qui servent de recharge. Et puis après, là aussi, juste une liaison à une source d'eau. Donc voilà, ces petits projets, pour nous, ils servent plus à expérimenter ce type d'habitat. Ce n'est pas du tout des modèles, j'en ferai pas des manifestes. Il faut vraiment le voir plus comme des expériences qu'on fait au sein de l'agence. L'autre aspect qui était en tout cas primordial, c'était de dire que d'accord, si on rajoute ce bâtiment au centre du champ, il faut qu'on puisse donner une contrepartie au paysage. La contrepartie, c'était de démolir la route qui se trouvait au croisement ici et démonter une ruine, là aussi, qui se trouvait près de la forêt. Donc, de faire un calcul où le propriétaire s'engageait contre cette construction à libérer environ 900 mètres carrés de surface agricole. Donc, ça, c'était aussi une sorte d'arithmétique qui permettait de valider ce projet, auquel, là aussi, on l'a fait sans y croire trop au début, quoi. Et puis, donc ça, vous avez un peu les plans d'exécution. Après, on a monté ces structures préfabriquées. C'est vraiment comme un hangar. Ce sont des grandes structures en bois avec des remplissages isolés. Et puis est venue aussi la question de la fenêtre. C'était pour nous, là aussi, comme défi. C'était un peu comme avant par rapport aux matériaux qu'on a utilisés dans le château. C'était exclu de commander des fenêtres à un fabricant de fenêtres standard. Il fallait, face à ce paysage et à ce lieu incroyable, inventer une fenêtre qui puisse résonner avec avec l'histoire paysanne, avec l'histoire des monts de charge, des manivelles, des poids, des contrepoids. Donc on s'est dit ça serait intéressant de faire des fenêtres qui peuvent de nouveau disparaître dans les cloisons et avec des grands contrepoids de 200 kg apparents en façade et qui deviennent là aussi un motif particulier par rapport à cette maison. Alors là, vous avez donc ces fenêtres, elles peuvent complètement coulisser vers l'intérieur. Vous avez pardon, je suis allé trop vite. Vous voyez ces contrepoids et puis après toute une installation sous les panneaux solaires de poulies qui permet de faire descendre quasiment sans effort les fenêtres qui remontent ou descendent toutes seules. Puis ça, c'est juste une image intérieure très cosy de l'appartement qui a été aménagé une fois réalisé. Donc finalement, dans ce projet, là aussi, un des points, c'était aussi de se dire, on le met sur pilotis, ça sert aussi pour stocker le fourrage des animaux, des vaches en été, ça sert d'abri pour les animaux. Et puis après, une question, c'était de loin, comment est-ce qu'on arrive à fausser l'échelle? Et ça, c'était, je crois, un des enseignements vraiment intéressants, c'est de voir que quand on s'éloigne
du projet, on ne comprend pas vraiment, mais quand on met un mètre d'ouvrage qui fait 1,85 m comme ici, on voit que c'est quand même grand en fait. Et puis ça, c'est très drôle de voir que cette perception de l'échelle, si on n'est pas proche de la maison, on a l'impression que c'est tout petit, alors que c'est vraiment relativement grand. On adore faire ces projets. Franchement, c'est toujours un grand plaisir. Après, on est aussi un peu critique. Avec du recul, moi, je me dis, bon, est-ce que, bien sûr qu'on a du plaisir à développer des projets comme ça, mais est-ce que finalement, ça n'aurait pas été encore plus radical de dire on essaye d'assainir la ferme? On sait que ça aurait été impossible en termes familial. En tout cas, on a aussi remarqué au sein de l'agence qu'on avait un grand attrait pour ces tout petits projets, mais finalement, depuis quelques années, on s'est donné aussi un autre défi, c'était de se dire c'est bien, c'est facile ou c'est intéressant de travailler des petits édicules avec des beaux matériaux, avec des détails incroyables, mais peut-être qu'il faut aussi essayer de répondre à la grande échelle. Qu'est-ce qu'on fait par rapport aux campagnes suisses qui sont envahies souvent de ce type de bâtiments, mais proches d'une pauvreté mais exécrable, c'est vraiment incroyable. Il y avait d'ailleurs récemment un article dans Le Monde sur la laideur des constructions en Suisse, mais du représentant, d'un journaliste du Monde. Et puis je suis complètement d'accord avec ça. On a des bons architectes dans les villes, mais dès qu'on sort, dès qu'on est un peu en périphérie, dans ces limites, dans ces projets qui sont entre la limite urbaine et la zone agricole, on a des choses catastrophiques. Et la question, c'est pas tellement que c'est laid, la question, c'est juste que c'est tellement pauvre. Et c'est pauvre en termes, c'est des bâtiments qui n'ont aucun rapport avec le sol. Hein. Il n'y a pas de socle, il n'y a pas d'avant-toit, il n'y a pas d'espace de transition. En fait, tout ce qui fait la qualité des espaces ruraux qu'on a vus dans les projets précédents disparaît dans ce genre de construction. Et puis, se dire que voilà, comment est-ce qu'on peut, nous, se confronter à ça ou obliger des promoteurs à faire un peu autre chose. Et ça, c'est devenu, on va dire, depuis 4-5 ans, un défi de l'agence en parallèle des tout petits projets qu'on fait. Et ça ne réussit pas tellement, mais je vais vous montrer 2 projets avec la même idée derrière ces projets. C'est comment est-ce qu'on peut préserver du territoire, comment est-ce qu'on peut préserver du vide, comment est-ce qu'on peut créer des formes urbaines qui sont intéressantes, qui sont différentes que ce qu'on vient de voir avant. Et comment est-ce qu'on peut obliger des promoteurs à faire quelque chose d'un peu différent. Donc là, c'était un concours qu'on a remporté il y a maintenant 4 ans, un concours sur une très grande parcelle. Alors, je n'ai plus les tailles en tête, mais je pense que c'est 60 000 mètres carrés. Je pense c'est assez rare en Suisse. Donc là, on est dans de la planification urbaine, on n'est pas dans un concours où on a forcément un mandat à la clé. Donc il s'agissait de traiter cette immense parcelle dans les environs de Fribourg, dans une petite ville qui s'appelle Bulle, qui est d'ailleurs une bulle immobilière à elle seule. On a des constructions de partout qui naissent quasiment chaque semaine dans la zone de la ville. Là, on est dans une zone vraiment de nouveau périphérique. Et puis, les points rouges, c'était des fermes protégées. De nouveau, vous voyez une magnifique parcelle, mais tout de suite, ce genre de construction sans âme qu'on trouve très très rapidement quand on est dans la campagne de Suisse romande ou Suisse allemande aussi. En bas, la ferme, l'autre ferme ici. Et puis, voilà, le défi, ce qu'on a observé, un peu comme dans la ville de Fribourg, c'est de dire que la zone urbaine, elle était complètement interpénétrée de nature, et puis que cette nature, elle était ponctuée de ces points rouges qui sont des exploitations agricoles. Et on s'est dit, ouais, si on veut garder et garantir, on veut maintenir ces exploitations ou ces fermes qui se trouvent dans le champ ici, il faut qu'elles puissent respirer, il faut qu'il y ait un espace autour. Il ne suffit pas juste de mettre des constructions à côté. Donc ça a été la stratégie du projet, ça a été de dire, voilà, on va faire un projet qui va essayer de créer des sortes de très grands hangars avec des toits à pans qui créent un dialogue avec la construction agricole, des grands hangars en bois. Et puis ces grands hangars, ils permettent ensuite de prolonger les quartiers existants, le quartier de villas qui se trouve au nord, le quartier d'immeubles qui se trouve au sud-est, et puis ce quartier ici de villas aussi de ce côté-là. Donc étonnamment, en fait, on a très vu qu'avec cette stratégie, on arrivait complètement à remplir le souhait de densification en termes de mètres carrés qui était demandé dans le concours, mais on arrivait surtout à préserver 1/3 de la parcelle et puis de la maintenir en zone verte, ce qui était vraiment un défi particulier. Et puis ça, c'est un peu les premières images, mais qu'on garde pour le concours. C'est-à-dire, on
On veut absolument pas travailler sur cette architecture de crépi périphérique. On veut une architecture en bois qui puisse dialoguer avec ce paysage souvent assez vaste qu'on trouve sur les plaines ou les préalpes suisses. Donc après, ça, c'est un concours qu'on a remporté. Quand on a fait ce concours, le jury du concours nous a dit « Écoutez, c'est bien, mais vous n'allez jamais pouvoir convaincre des investisseurs de faire une architecture avec des toits en pente, du bois. » Et puis, voilà, c'est là que c'est devenu intéressant. On a un investisseur qui a racheté l'ensemble et puis avec lequel on a développé un avant-projet de test. Et maintenant, on a pu déposer donc un plan de règlement. Ça, c'est ce qu'on appelle les plans d'aménagement de détail en Suisse. C'est ce qui fige complètement cette zone à bâtir. Donc, cette zone à bâtir, avec un plan comme ça, elle impose les constructions dans les gabarits que vous voyez là, avec des hauteurs, avec des pentes, avec toute une série de contraintes. Mais ce qui fait aussi que cet instrument fait que la zone de construction est complètement figée pour l'avenir. Et puis, étonnamment, alors on a pu là aussi aller encore beaucoup plus loin que ce qu'on prévoyait. Ça, on a fait une énorme maquette. Cette maquette, elle fait, je pense, 4 mètres par 3. Elle est construite de 3 modules. On a vérifié toutes les pentes du projet et puis développé des typologies pour la partie basse. Donc maintenant, on a le mandat pour toute cette partie-là. Là aussi, dans le concours, on pensait que ça allait être revendu à plusieurs investisseurs. Maintenant, c'est un investisseur qui veut tout réaliser et puis qui s'est engagé à le construire avec une architecture de charpente qui puisse aussi répondre au contexte du lieu. Donc ça nous a vraiment, je pense que c'est devenu un peu une stratégie, c'est vraiment ça démontre la stratégie de l'agence par rapport à ces lieux, c'est de dire comment est-ce qu'on arrive dans des sites incroyables à préserver du sol. C'est devenu notre préoccupation majeure dans des projets de grande échelle. Il y a 3 ans maintenant, c'était 3 ans et demi, on a gagné un concours avec un peu la même stratégie sur une parcelle au bord du lac de Neuchâtel, une parcelle complètement incroyable, qui est vraiment la dernière parcelle. Alors c'est une parcelle qui se trouve en limite de la ville ici, près d'un cimetière qu'on voit sur la droite. Et puis cette parcelle, elle a été vendue par les propriétaires de cette maison à un fonds immobilier, donc à une banque qui souhaitait en faire une sorte de vitrine, donc qui souhaitait faire un projet de logement avec avec les prix du marché, mais faire un projet exemplaire. Donc ces gens organisaient un concours d'architecture, un concours qu'on a découvert très tardivement. Donc là aussi, en termes de stratégie, c'est peut-être intéressant de voir comment on l'a fait. Nous, souvent, les concours, on les fait juste par plaisir, on les fait avec la motivation de faire... d'expérimenter, d'apprendre. Et puis, ce concours, on s'est inscrit, je pense, 3 semaines avant le rendu. Donc, c'était vraiment hyper limite. Moi, j'allais à Paris en vacances. Et puis, on s'est dit, bon, on ne va pas pouvoir travailler comme on travaille d'habitude. Le classique étant, quand on reçoit un cahier des charges, c'est des concours ouverts. Donc, c'est des concours en Suisse où tous les architectes peuvent participer. Vous recevez une maquette blanche en plâtre que vous devez implanter votre projet et vous devez rendre des plans et la maquette avec un mot de passe. Et donc, c'est complètement anonyme. On s'est inscrit en se disant, bon, ben voilà, ça serait quand même dommage de construire cette parcelle là aussi de manière complètement normale, mais de nouveau un peu avec la même ambition, mais aussi un peu par jeu, quoi. On s'est dit, bon, ben, ok, moi je suis en vacances, on essaye quand même, on verra, c'est pas grave si on ne le rend pas. Et puis, comme j'étais un peu loin de l'agence et puis qu'on avait peu de temps, je me suis dit, mais autant en profiter pour expérimenter une autre manière de travailler ces concours. Donc, on a fait quelque chose d'assez particulier, d'assez drôle. J'ai dit à mes 2 collaborateurs qui travaillaient sur le projet à Fribourg, je leur ai dit, écoutez, vous ne lisez pas trop le programme, on va faire autrement. On va essayer de faire le meilleur projet sans lire le programme dans un premier temps. Ce qu'ils ont commencé à faire, on a dit, OK, on va essayer de préserver la maison et on va essayer d'implanter des volumes sans se préoccuper des mètres carrés. On essaye de mettre en place un projet et puis une fois qu'on est content, on lit le programme et on essaye de voir si on arrive à l'adapter. Donc c'était hyper intéressant. J'ai pris une photo que je trouvais, mais je recevais, 5-6 photos de test par jour. Et puis, une fois qu'on était convaincu, on a fait cette planche qui montre l'idée du projet, qui était de dire on peut prolonger cette zone de verdure et puis on arrive à s'implanter avec des formes à redans, avec des formes qui peuvent s'épaissir. On arrive à mettre toute la surface de logement
en périphérie du site pour libérer tout le centre et garder la maison existante. Voilà, ça c'est la maquette de concours qu'on a rendue, et puis il y avait, je pense, 70 participants peut-être. C'est un concours qu'on a remporté sans avoir... on était vraiment étonnés parce qu'on a travaillé tellement vite. Quand je suis rentré de Paris de mes vacances, j'ai dit, bon, il y a un collaborateur qui dessine le sous-sol, moi je dessine le plan type, toi tu fais une façade. Et puis on n'a pas eu le temps de croiser les informations. Donc on avait tout à coup une rampe de parking qui allait nulle part. On avait des situations qui étaient hyper préoccupantes pour le jury, mais qui étaient assez convaincus par l'implantation. Puis après, moi je crois qu'ils étaient plus ou moins soulagés de voir que c'est nous qui avions gagné. Mais ça, c'est juste quelques projets qui étaient un peu qui illustrent la densité qu'il y avait sur ce site, qu'on retrouvait quasiment dans tous les projets qui ont été présentés. Il y avait quasiment très peu de projets qui arrivaient à libérer de l'espace. Et puis c'est vrai que ça, c'est des projets primés. Donc les concurrents nous ont dit, mais c'est pas possible, vous avez pas mis la surface qui est demandée là-dedans, quoi. Et puis on avait fait le projet tellement vite qu'on a eu un doute, quoi. Donc vraiment, moi, je me suis dit, on a triché, on s'est planté. Mais bon, on est retourné au bureau après l'inauguration, on a vérifié, et puis c'était bon. Et voilà, maintenant c'est un projet en développement qui est complètement avancé, qui est validé. Là aussi, on a pu maintenir cette maison au centre qu'on transforme en maison de quartier avec une salle polyvalente pour les habitants. Et puis tout un dessin de parc. Je ne rentre pas dans les détails du projet proprement dit, mais de nouveau, en fait, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est qu'on a pu dessiner ou on a pu réglementer l'urbanisme de toute cette zone en obligeant les zones oranges, c'est les zones constructibles. Et tout ce qui est vert, c'est vert définitivement. Et puis ça, c'était finalement la grande victoire. L'autre intérêt qu'amène cette architecture, c'est que finalement, on ne peut pas faire des appartements standards là-dedans. Il faut être inventif. Et forcément, ça crée de la diversité. Donc, dans le concours, on nous demandait énormément de petits appartements. Finalement, on a la chance d'avoir un maître d'ouvrage incroyable qui nous a suivis sur beaucoup de propositions qu'on lui a fait. On a réussi, on est en train de faire un quartier avec une diversité incroyable. On a des appartements pour personnes âgées, on a des appartements à vendre, on a des appartements pour personnes handicapées, des clusters, on a des duplex, on a des appartements éco-responsables, donc des gens qui s'engagent à ne pas avoir de voiture et puis qui ont un loyer préférentiel. Et puis après, ben voilà, ça nous donne l'opportunité de développer un panel de typologies incroyables. Je ne sais pas combien on a, mais ça, c'est voilà, les print screens des différentes typologies qu'on a. C'est du travail, mais c'est du travail hyper intéressant. Ça permet, je pense, au fil du temps, de valider tous les endroits qui sont des fois ingrats. Le loft que vous voyez là, c'est un appartement qui se trouve contre la rampe du parking. Donc, et puis donc d'arriver à s'intéresser à une sorte d'aller dans le détail des typologies, de proposer des clusters, de proposer des duplex à vendre. On a aussi des duplex surcoursives, donc on a une sorte de multitude où je pense qu'il y a énormément de travail, mais le maître d'ouvrage trouve son compte aussi en termes de mixité par rapport au quartier. Alors voilà, le projet maintenant, on a commencé à le construire depuis, je dirais quoi, un mois peut-être. Ce qui est particulier aussi, et puis ça c'est un peu une victoire, c'est il y a un moment donné, on va faire l'entier des prestations sur ce projet, donc on fait la direction des travaux. On fait tous les appels d'offres. Normalement, ces projets de cette ampleur, ils sont réalisés en entreprise générale, hein, c'est le classique. Et puis là, en fin d'année passée, la banque ou le conseil d'administration voulait nous mettre en concurrence avec un équivalent de Bouygues sur la place suisse. Et puis, ce qu'on a fait, on a dit, OK, c'est quand qu'on rend le coût optimisé. Et puis, c'était vraiment intéressant parce qu'à force de faire ces projets de grande échelle, on maîtrise les coûts. C'est ce que j'expliquais à Jean-Michel tout à l'heure. Donc, on a réussi à être largement en dessous des devis que faisait l'entreprise générale sur ce projet parce qu'ils ont des marges beaucoup trop hautes. Donc, nous, ils n'arrivaient absolument pas à s'aligner. On a pu garantir un prix plafond au maître d'ouvrage. Et puis maintenant, on a à peu près 8 personnes qui travaillent sur ce projet. Donc, c'est aussi une chance qu'on a en Suisse. On a une profession où les prestations d'architectes sont garanties, sont protégées à travers les concours. Et voilà, je pense qu'à la fin, le maître d'ouvrage trouve son compte. Un projet comme ça, pour un bureau de notre taille,
dans le contrat, on a plus de 40 000 heures de travail garanties, payées. Donc, pour vous donner une idée, c'est assez énorme. Mais c'est des heures qui sont complètement qui sont au bénéfice du maître d'ouvrage. Lui, il en est conscient, il voit qu'on travaille, il voit qu'on optimise, il voit qu'on vient avec des propositions. C'est complètement transparent. Mais par contre, il voit aussi qu'il peut économiser grâce à toutes ces heures-là. Puis, et je vais finir avec un projet qui va enchaîner sur, moi en tout cas, ce qui me passionne vraiment dans le travail d'architecte, c'est le travail sur la typologie. La typologie des logements, ça nous occupe, et puis moi, c'est presque un hobby, je dirais. C'est vraiment un centre d'intérêt qui est très fort dans l'agence et qu'on peut vraiment aborder dans ces projets-là. Alors, on fait beaucoup de typologie. Moi, j'enseigne aussi le logement à l'école d'architecture en deuxième année. C'est vrai qu'on n'a pas toujours la possibilité de planifier des quartiers. On fait souvent des concours où on est beaucoup plus restreint dans la possibilité d'intervenir, où on a des plans d'urbanisme qui sont déjà posés. Et ça, c'est de nouveau un concours alors, uniquement basé sur une analyse du site et puis une approche typologique d'un concours qu'on a remporté à Berne, dans un lieu planifié avec un règlement des années 80, peut-être un petit peu avant. Donc un lieu un peu particulier parce qu'on est à la limite, on est de nouveau un peu en périphérie de Berne, à l'entrée de Berne, le centre historique se trouve là, le fleuve de l'Ar se trouve ici. Et puis un plan très urbain, en fait, un plan avec des rues, avec des places, avec des fronts, mais avec du vide autour. Donc, voilà, et avec un grand problème, c'est que ce gros bâtiment que vous voyez là, c'est un grand centre commercial de Daniel Libeskind. Donc en fait, dès le moment où dans un quartier comme ça, on fait un centre commercial, on désactive forcément tous les raies. C'est plus possible de mettre un commerce, un café au rez-de-chaussée des bâtiments. Et donc voilà, nous, l'intérêt de ce concours, c'est de se dire non mais on va pas cautionner ça, ça marche. On voit que ça marche pas. C'est un quartier qui a des qualités, mais il faut qu'on aborde ça de manière critique. Ça, c'est des print screens un peu de Google Street. C'est assez drôle en fait dans ces lieux-là. Vous voyez, pour se rassurer, les planificateurs donnent souvent des noms d'architectes. Alors ça, c'est la place Le Corbusier à droite. Après, bon, Le Corbusier, c'est déjà. Je ne sais pas si c'est sarcastique ou pas, parce que c'était pas forcément c'était pas forcément le maître des espaces publics. Hein, donc je ne sais pas dans quelle mesure c'est réfléchi ou pas, mais toujours est-il que par rapport à ce plan voilà, très contraignant, on allait intervenir dans ce périmètre-là qui se trouve en plus au bout de toute cette planification, avec vraiment des règles très, très strictes, des alignements obligatoires que vous voyez là, des alignements un peu absurdes, et puis aussi une contrainte très grande, on ne savait pas si à terme cette grande barre que vous voyez ici allait être construite ou pas. Donc ça, c'était le plan illustratif, le master plan qui dirige l'idée de cet urbanisme. Et puis on était avec Laurent au bureau, c'était l'été, enfin, voilà, comme d'habitude, on fait un peu n'importe quoi. Il y avait un scotch, puis on s'est dit, non, mais on fait un rond, en fait, on fait le projet le plus pavillonnaire possible, et puis on y va, puis on verra, quoi. Puis après, c'était une période où je me suis retrouvé tout seul à l'agence. Donc je me suis là aussi rendu compte que je devais faire un rendu d'architecture, mais que j'étais incapable d'imprimer ou de dessiner. J'avais perdu un peu la main par rapport à ces outils qu'utilisent très bien mes collaborateurs. Donc c'était très très intéressant par rapport à ça. Et puis voilà, avec cette idée de rond, on arrivait à avoir une sorte de dégagement panoramique sur cette campagne qui est juste avoisinante. Et puis là aussi avoir un point de vue critique par rapport à cet urbanisme qui a une qualité, alors par contre exceptionnelle, c'est que cet urbanisme, il oblige les promoteurs à organiser un concours d'architecture chaque fois qu'ils développent une des parcelles. Donc ça, c'est un concours ouvert public. Donc ça, c'est dans le règlement, et puis ça, c'est devenu un terrain de jeu, avec la difficulté que souvent, c'est les promoteurs qui construisent, ils le construisent avec peu d'argent, c'est difficile de tenir la route dans des projets comme ça. C'était encore plus difficile quand on a fait le projet, c'est que moi, je n'avais pas lu, c'était en allemand, bien sûr, le programme, j'avais mal lu le programme, je n'avais pas compris que c'était de la propriété par étage qui était prévue. Donc, j'ai fait un projet
On a fait un projet avec une cour intérieure et puis un projet sur coursive. Et puis là, je me suis dit, bon, on rend un projet avec une cour, des appartements sur coursive, on s'aligne, on fait un alignement avec un rond, donc on s'aligne sur un point, on aligne tout le bâtiment sur un point, on va se faire gicler tout de suite. Et puis, alors c'est vraiment le concours où je pensais le moins pouvoir gagner dans toute l'histoire du bureau. Le jour où on a reçu un téléphone, c'était vraiment étonnant, c'est que le promoteur nous a dit aussi, non mais votre projet en termes d'investissement pour nous, il est imbattable parce il arrive à travailler avec toutes les orientations et puis eux, économiquement, il était, contrairement à mes pensées, c'était vraiment un projet apparemment très très économique pour comparer aux autres projets. Alors, c'est un projet qui là aussi montre un peu la passion pour la typologie. La question quand on fait une coursive, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer de l'intimité. Et puis, donc, on a chaque fois, on a une coursive qui est chaque fois avec un espace de 8-9 mètres carrés, un espace privatif d'entrée pour les appartements avec un banc. Et puis, on a chaque fois les zones à manger, cuisine qui sont sur cette coursive. Le projet, il est mathématique aussi par rapport aux sorties feu. Donc, on a 2 escaliers qui s'enroulent et qui servent de voie de fuite pour tous les appartements. Et puis après, c'est exactement la même structure d'appartement qui permet de constituer le mix qui était demandé par le maître d'ouvrage. Donc, on a toujours une chambre ici qui se trouve ici, qui peut être fermée ou ouverte. Et puis ça permet, quand on la ferme, de faire un 3,5, je ne sais pas comment vous dites en France, mais un 3 pièces et demi chez nous en Suisse. Quand on l'ouvre, un 4 pièces et demi, et puis automatiquement, on a un 2 pièces et demi. Donc voilà, ça montre un peu cette connaissance mathématique un peu des typologies, de voir comment est-ce qu'on peut réagir à un programme, être très économique et puis très, très, très mécanique, tout en créant de la qualité. C'était vraiment hyper intéressant dans ce projet-là. Avec notamment, on a la possibilité de créer des appartements qui ont en moyenne 35 mètres carrés de balcon, quoi. Après, on a poussé la chansonnette un peu plus. Alors ça, c'est juste aussi, dans des projets comme ça, il faut avoir des ambitions spatiales. C'est toujours ces ambitions qui dépassent le cadre juste de la demande du programme, du concours, du maître d'ouvrage. Et puis ça, c'est de dire, ouais, mais on pourrait essayer de créer l'appartement qui donne la sensation spatiale la plus grande possible. On va essayer de créer une diagonale la plus longue possible dans les appartements. Donc, elle fait 19 mètres sur les 4 pièces et demi. Et puis, on avait intitulé le titre du concours, on l'avait appelé ça la diagonale du faux, en référence à un film de Richard Dembo avec Piccoli, avec Michel Piccoli. Alors après, le promoteur a souhaité changer le titre. Il trouvait que ce n'était pas très vendeur pour les appartements. Mais bon, toujours est-il que... voilà, en tout cas, ce qui était très instructif pour nous, c'était de voir qu'avec une architecture très dessinée, très systématique, on arrivait à tenir la route par rapport à un promoteur immobilier. On applique le même principe, on a des noyaux qui descendent, des structures qui sont verticales. On a créé 2 passages au rez, et puis je vous passe un peu les détails du projet, mais ce qui est intéressant aussi, on a pu exploiter le règlement pour créer dans le dernier étage des duplex où on donne encore aux appartements un escalier et puis une pièce sur le toit avec un jardin supplémentaire. Donc chaque appartement du dernier étage a environ 60 mètres carrés, je crois, de terrasse, ou peut-être même un peu plus. Et puis ces petits édicules que vous voyez, c'est aussi les édicules qui reçoivent tous les panneaux solaires du projet. Et puis là, quelques images juste pour illustrer la construction. Une construction très, très simple. C'était un projet là aussi qu'on a pu mener avec très peu de travail. Une fois qu'on avait réglé le plan, on avait 2 collaborateurs, un collaborateur et demi qui ont suivi le projet. Alors là, c'était construit pour le coup par une entreprise générale qui s'occupait de l'entier des prestations. C'est des photos qui ont été faites juste après quand on finissait le chantier, donc je ne sais pas exactement à quoi ça ressemble maintenant, dans quelle mesure ces coursives sont habitées. Ce qui est assez intéressant et paradoxe, c'est qu'en tout cas en Suisse, il y a une vraie mode pour les coursives maintenant. On fait des coursives pour tous les logements coopératifs, pour tous les logements sociaux. Ici, de faire des coursives dans des logements plutôt luxueux, c'est un peu une question. En tout cas, je me demande comment ça va fonctionner avec le temps. Et puis après, chaque appartement, en tout cas, il y a toute une partie de l'appartement qui a cette vue assez imprenable sur la campagne environnante. Ça, c'est la diagonale du Fou. Et puis voilà, je vais finir juste avec... je ne savais pas par quoi finir, donc je me disais, il faut peut-être finir avec un truc qui montre un peu la démarche de l'agence. Je crois
En tout cas, nous, c'est un message aussi pour les étudiants. Ce qui nous motive, c'est le moteur dans le travail, c'est le plaisir. C'est vraiment, et on fait avec la même énergie des meubles, des tables, des petits projets avec des grands projets, et puis on essaye toujours de le faire avec une forme de légèreté. Ça, c'est une table qui a été sans vis, sans colle, qui a été développée par un stagiaire de l'école d'architecture de Rennes, Théo. Voilà. Et puis c'est vrai que si on fait une table, on la fait jusqu'au bout. Et je pense que si vous êtes étudiant, il faut que vous sautiez sur toutes les occasions que vous avez pour construire des meubles, faire de l'architecture, expérimenter. Je crois que c'est à travers ça qu'on apprend. Je crois aussi que dans l'architecture, c'est un peu comme les échecs. Il faut tester, il faut dessiner. Puis plus on avance, plus on apprend. Ce qu'on réalise aussi avec le temps, c'est quand même que les projets qu'on fait comme étudiants, les projets non construits ont autant de valeur que les projets construits. Je dirais qu'il n'y a pas de hiérarchie. Donc ça, je vous encourage à sauter sur toutes les opportunités, puis aussi à faire des projets qui vous intéressent. Je crois que c'est mon mot de la fin. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des étudiants qui osent poser des questions? C'était compréhensible. Bien le bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, je veux bien vous demander votre rapport au chantier, notamment comme là on voit qu'il y a des échelles différentes. Est-ce que vous le traitez différemment dans les différents cas? Voilà. Dites-moi. Alors, c'est vraiment une bonne question. D'ailleurs, moi, je ne connais pas vraiment exactement comment ces phases se passent en France. En Suisse, c'est une très, très grosse responsabilité. Ça représente un tiers de notre travail à peu près. Hein. C'est la maîtrise du chantier. Et puis, on va dire que quand on a des petits projets, c'est souvent la bataille des collaborateurs pour les suivre. Dans un premier temps, ils sont toujours très enthousiastes, puis après, ils se rendent compte que c'est assez vite lourd, c'est pas si facile de faire des chantiers bien. Dans les petits projets, on essaye toujours finalement d'économiser toutes les phases d'appel d'offres. C'est-à-dire on va essayer de choisir des entreprises qu'on propose au maître d'ouvrage, et puis on s'est habitué maintenant à dire voilà, on connaît des très bonnes entreprises, on connaît leur prix. Ça ne sert à rien de perdre du temps et de payer un architecte pour mettre en concurrence des gens si on en connaît des biens. Et puis, on a meilleur temps d'intégrer très vite des entreprises dans le processus de projet pour essayer de comprendre le prix, pour avoir des prix plafonds, pour ne pas avoir de surprises, pour avoir des solutions constructives. Donc, cet aller-retour, c'est devenu une méthode vraiment hyper intéressante. Dès qu'on est sur des plus gros projets, on est soumis à alors, d'une part, des appels d'offres souvent qui sont des appels d'offres publics ou qui sont beaucoup plus officialisé, et puis ça demande, on va dire, ça demande toute une machine plus grande. On ne peut pas faire un grand projet sans avoir une personne qui a beaucoup d'expérience et puis qui sait donner le là à tout le monde. Donc ça, c'est un peu... Mais je dirais que, en fait, ce qu'on remarque chez nous, c'est actuellement, en tout cas à Fribourg, on a 15 architectes, je crois, qui travaillent, et je dirais que quasiment tout le monde a fait de la direction des travaux pour des petits projets. Donc ça fait que tout le monde a une culture de la construction, tout le monde sait à peu près, et puis ceux qui ne savent pas, ils apprennent le fait de ne pas avoir une forme de hiérarchie pour dire, voilà, il y en a un qui fait le concours, un qui dessine, mais d'avoir des gens qui comprennent comment on construit, je crois que c'est assez fondamental. Et puis après, on apprend. Nous, on n'est pas, voilà, chaque chantier qu'on fait, on est toujours dans un mode d'apprentissage. On a toujours des collègues qui sont meilleurs que nous, à qui on demande conseil, et ça, c'est toujours hyper intéressant, mais ouais, en tout cas, c'est aussi quelque chose de très jubilatoire de suivre un chantier, de voir monter une structure, une charpente. C'est quand même assez magique. Il y a des moments qui sont plus compliqués, et puis il faut arriver à avoir des gens qui peuvent, il faut être très exigeant, je crois, mais exigeant avec de la douceur, avec les entreprises. Il faut
arriver à instaurer un climat de confiance. Ça ne marche pas tout le temps. Je ne sais pas si... c'est une bonne question, je me la pose aussi. On se la pose tous les jours pour savoir quelle est la meilleure méthode. Mais en Suisse, c'est relativement rare d'avoir des agences qui font la direction des travaux de gros projets. C'est tellement gros que souvent, c'est devenu, par exemple, dans toute la partie alémanique, absolument normal de déléguer ça à des bureaux qui s'occupent de toute la planification financière et de l'accompagnement des chantiers. Nous, on le fait parce qu'on pense que c'est quand même la possibilité de supprimer un intermédiaire et puis c'est quand même tout à coup la possibilité de maîtriser des coûts, de comprendre des systèmes. C'est aussi une manière de pouvoir rivaliser avec finalement je le disais, avec des promoteurs, avec des grandes boîtes de construction qui souvent ne sont pas meilleurs que nous, ils font la même chose que nous. Mais ça devient maintenant, depuis une année, je dirais, on commence nous vraiment à maîtriser les coûts, les prix, et puis ça nous donne toujours une longueur d'avance dans des plus grands projets. Merci. Est-ce que tu pourrais préciser les conditions pour construire? Tu l'as dit à un moment donné, on a rajouté des mètres carrés et en compensation, on a enlevé ailleurs. Quelle est la règle aujourd'hui en Suisse pour pouvoir construire des mètres carrés supplémentaires? Des mètres carrés supplémentaires Il me semble que tu as un projet un peu paradigmatique là-dessus où tu expliques que pour pouvoir réhabiliter la grange, vous avez été obligé de démolir. Oui, alors là, on se situe que dans les zones. Enfin, comme je disais, on a un territoire qui est théoriquement ficelé en termes de zones à bâtir. On ne devrait pas pouvoir les augmenter, elles sont figées. Après, à l'intérieur de ces zones à bâtir, il y a encore des zones constructibles. Mais dès qu'on sort des zones à bâtir et qu'on est dans des zones agricoles, alors là, ça devient de plus en plus, ça devient normalement impossible de construire. Et puis, quand on a, par exemple, des bâtiments agricoles qui ont une surface habitable à l'intérieur et qu'on le transforme, on aura le droit de rajouter, par exemple, si le bâtiment qu'il soit protégé ou pas, on aura le droit de rajouter 100 mètres carrés par rapport à la surface habitable. On a des règles comme ça très précises. C'est très, très tenu quand on est dans des zones agricoles. C'est pour ça que les projets que j'ai montrés, j'en fais pas des manifestes, c'est pas des méthodes. C'est juste un peu des illustrations assez drôles de cette question de comment est-ce qu'on peut économiser le sol. Mais ça devient vraiment un débat. Après, c'est aussi... on a un problème dans les zones agricoles, c'est que dès le moment où on a des exploitations, des beaux bâtiments, même des granges qui n'ont jamais été habitées, on ne peut pas les rendre habitables si elles ne sont pas exploitées ou s'il n'y a pas un paysan. Mais même s'il y a eu un paysan, si c'est normalement, donc on a beaucoup de bâtiments qui tombent en ruine et qu'on ne peut pas sauver parce que le droit à bâtir ne le permet pas. Après, moi, je crois que c'est un peu ce qui nous sauve, c'est d'avoir des règles assez strictes. Je suis assez convaincu que c'est mieux d'essayer de densifier ce qu'on a que de s'étendre dans le territoire. En tout cas, en Suisse, on est déjà bien connecté. Et puis, il me semble que c'est vraiment... on a parfaitement la possibilité de densifier les villes, de densifier des franges de territoire. On n'a pas besoin d'aller forcément dans les zones agricoles. Après, les zones agricoles, il faut savoir quand même qu'elles sont construites. Il y a les chemins de fer, les routes. En fait, il y a toute une série d'infrastructures qui comptent et puis qui comptent aussi dans les mètres carrés qu'on construit en Suisse. Mais c'est un grand débat, quoi, vraiment. Mais c'est de plus en plus... le sol devient de plus en plus sacré. Et ça, je crois que c'est assez intéressant, finalement. Y compris pour faire des infrastructures? Alors, pour faire des infrastructures, moins. Les routes existantes, mais par contre, oui, faire une autoroute dans les Alpes, ça, c'est un peu fini, quoi. Mais c'est vrai que c'est paradoxal. Je crois que on a dans les zones de nature, dans les zones de montagne, on a plutôt des infrastructures touristiques, des villages de vacances. Et puis ça, maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? On a un réchauffement qui fait que ça devient un peu caduque de construire dans ces zones-là. Mais on a des cantons qui vivent de ces infrastructures-là. Et puis c'est un grand débat démocratique. C'est souvent des débats de votation en Suisse.
Oui, bonsoir. Moi, je voulais vous remercier pour votre enthousiasme absolument incroyable durant cette conférence. C'est rare d'avoir des architectes de 20 ans de métier avec autant d'enthousiasme et ça nous fait plaisir. On voit quand même une expression toute suisse dans vos projets, à la fois à la petite échelle et à la grande. Votre passion pour la culture constructive, mais aussi la typologie. Et c'est vrai que ça nous fait plaisir de voir qu'elle est encore plein d'animations comme ça et d'entrain quand vous le transmettez auprès de l'école. Ma question spécifique, elle était plutôt sur votre rapport au dessin, notamment sur les petits projets. Vous avez commencé en nous montrant des projets dans l'existant qui sont quand même extrêmement réglés, avec des meubles dessinés avec des lattes de sapin, avec des calpinages de sol, tout en nous disant que c'était des économies qui étaient assez ténues. Et on a vu des relevés de bâtiments existants qui étaient quand même très complexes, avec des charpentes existantes un peu tordues, des enchaînements de pièces très tordus, des cheminées, ce genre de choses. Comment vous arrivez à anticiper dans des projets où parfois on n'est pas sûr d'aller jusqu'au bout, cette précision-là du dessin et du relevé? Alors, ouais, enfin, moi déjà, j'ai eu un apprentissage qui était incroyable. C'était au Portugal, quand j'ai travaillé comme stagiaire ou comme architecte dans des agences qui rénovaient un patrimoine, voilà, souvent du 15e, 16e, 17e siècle qu'on n'a pas en Suisse, des palais brésiliens. Donc, il y avait vraiment des collègues architectes qui faisaient juste des relevés. Et puis des relevés que moi j'utilise encore au sein de l'agence pour dire voilà, ça c'est pour moi le relevé parfait. On n'arrive jamais à faire aussi bien, mais c'était déjà très formateur parce que le Portugal, c'était un pays, quand j'y travaillais, où c'était beaucoup plus difficile que de travailler en Suisse. Donc et puis on voyait que c'est à travers cette exigence de précision que ça marchait. Après, il faut des collaborateurs qui me suivent parce que moi, je ne suis pas forcément la personne qui va réussir à aller jusqu'au bout. Donc il faut aussi des gens passionnés. Après, on a des instruments, donc c'est vrai, on voit par exemple le château qu'on a montré, le relevé, il faut avoir des stratégies. Il faut par exemple dire au client, voilà, maintenant on va démonter le château, on a besoin de tel budget, on va refaire le relevé précisément après, on va rénover des fresques, et puis après, dès le moment où quand même on se fait plaisir en dessinant, tout est plus facile. Puis ça devient aussi intéressant, de la contrainte économique, elle devient aussi vraiment un sujet, je crois. Ça, c'est assez passionnant, mais c'est vrai que c'est pas toujours le cas. On se tire des balles des fois quand on a des relevés mal faits. On sait que c'est un instrument. Puis des fois, paradoxalement, le relevé, il n'a pas besoin d'être bien fait. En fait, un bâtiment qui représente de manière juste les compositions des murs ou la position des plinthes, si les distances sont pas tout à fait justes, finalement, on s'en fiche, quoi. C'est pas. Donc ça, c'est aussi relativement intéressant, quoi. Puis après, pour rebondir sur mon enthousiasme, ça c'est vrai que c'est un peu la clé. Je me demande, en tout cas, c'est vrai que c'est un peu c'est chaque jour ce qui me motive. Et je pense que c'est aussi la clé pour vous. Moi, je suis aussi assez admiratif de l'architecture en France. Pendant longtemps, j'avais l'impression que ce qu'on voyait en France, c'était du collage de façades sur des bâtiments un peu de promoteurs. Je trouve que maintenant, il y a vraiment des jeunes architectes qui font des choses assez surprenantes et assez incroyables. Nous, on les invite en Suisse aussi parce que je pense que on est beaucoup plus en phase. C'est des échelles aussi qui sont vraiment intéressantes. Et puis, je pense il y a aussi souvent une sorte de capacité à être imaginatif face à la précarité du métier, de situations rurales où il n'y a pas d'argent. Puis là, je crois vous avez aussi des très très beaux exemples en France. Puis je pense qu'il faut vous en inspirer. C'est 9 heures, la salle va s'éteindre. Merci. Moi, petite question par rapport à l'article dans Le Monde que tu as cité sur la laideur suisse, que j'ai lu aussi et pour lequel j'étais également d'accord. Et la question du concours ouvert qui tendrait vers une espèce d'homogénéité, une sorte de politiquement correct. C'est-à-dire que l'article dans Le Monde, en gros, expliquait le fait que les concours ouverts rendent les projets plutôt homogènes et assez sages finalement. Toi, tu prônes une radicalité, c'est un mot qui est revenu pas mal de fois dans la conférence et que
que je pense qui différencie votre pratique on va dire, du général, on pourrait dire en Suisse. Est-ce que tu peux dire un mot sur ton avis sur la relation entre concours ouvert en Suisse et qualité architecturale? Est-ce que c'est un modèle absolument pas parfait, mais exemplaire ou pas? Pour moi, moi, j'ai raté ce volet-là. J'ai lu le début et puis je lisais plutôt qu'on avait une forme d'uniformisation des centres-villes et puis des zones proches des gares, parce qu'on a un propriétaire qui est les CFF et puis qui pousse à un type d'architecture. De nouveau, quand on construit beaucoup à un endroit, on peut prendre tous les architectes, même les meilleurs au monde. C'est difficile de faire bien, quoi. Et puis, par contre, je crois que dans ces zones proches des gares, c'est jamais des concours ouverts. C'est des concours sur invitation avec des programmes de bureaux, avec des densités qui sont déjà posées. Le concours ouvert, c'est ce qui sauve les architectes en Suisse, les jeunes architectes. C'est un processus qui est vraiment incroyable. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de s'inscrire à un ordre des architectes pour participer à un concours. Tout le monde qui sort de l'université ou des écoles polytechniques peut participer. Et puis, il y a beaucoup de bureaux ou d'agences qui se sont lancés comme ça à travers le concours ouvert. Et je crois que c'est pas non plus à la fin, quand on participe dans des jurys de concours ouverts et qu'on voit qu'il y a 50, 60 propositions et qu'on arrive à discuter qu'un jury de professionnels avec des maîtres d'ouvrage qui sont des fois, je sais pas, pour une école, ça va être des professeurs, un directeur d'école, des gens de la commune, des politiciens se mettent autour d'une table pour discuter chaque projet avec ses qualités pendant 3 jours, puis arrive à la fin un compromis, dire non mais c'est celui-là qui est vraiment mieux. En fait, quand on connaît ce processus-là, on voit que c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Après, jusqu'à quel point c'est sain, je ne sais pas, parce que c'est vrai que nous, on adore faire ces concours, mais on est quand même la seule profession absurde où il y a des fois, je sais pas, 100 bureaux qui passent 1000 heures pour un concours où il y a quelques prix qui sont distribués, et donc c'est aussi... mais à la fin, je crois quand même que voilà, quand on voit dans tout ce processus comparé à la France, où il y a beaucoup plus de procédures sur invitation, moi je crois que le concours ouvert, il permet aussi d'avoir une forme de pratique architecturale pour toutes les agences qui s'exercent. Voilà, nous, on participe dans des concours ouverts où on les fait parce qu'on n'a jamais fait une école, on les fait parce qu'on n'a jamais fait tel programme, une patinoire, et puis c'est une manière de rester à l'école, je trouve, qui est assez saine, et puis qui est assez ouverte. Et puis je pense c'est assez intéressant aussi de voir qu'il y a des très très grandes agences en Suisse qui ont pratiqué, qui ont gagné des concours ouverts, mais sans avoir encore d'agence. Chris Gantenbein, je racontais ça avant, là, c'est un des plus gros bureaux maintenant qui a gagné un peu les derniers musées en Suisse, le National Museum à Zurich, l'extension du musée d'art à Bâle. Ils ont gagné ce concours du National Museum sans avoir de bureau. Et c'est un projet, je sais pas, qui était chiffré à plus de 500 millions. C'est un prix astronomique. Et puis de se dire que des architectes qui sortent de l'école peuvent tout à coup réaliser un mandat comme ça. En plus, ils l'ont réalisé avec beaucoup de maestria. On peut discuter de la qualité du projet, mais c'est quand même assez incroyable, quoi. Et d'avoir ça à travers un concours plutôt que d'avoir un star system où on demande un Richard Meyer ou Jean Nouvel de pondre une œuvre en disant ouais, il y a le nom, ça sera forcément bien. Moi, je suis complètement convaincu parce que des très bons architectes peuvent faire des très mauvais projets, puis des fois, on a des architectes sans expérience peuvent arriver à des propositions très pertinentes. Puis je pense que c'est l'intérêt du concours public, en tout cas en Suisse. Tu enseignes à Fribourg. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les singularités de cette école? Alors, l'enseignement en Suisse, vous avez, grosso modo, vous avez 3 écoles polytechniques, vous avez 2 écoles polytechniques et puis l'école de Mendrisio. L'école de Mendrisio étant peut-être l'école la plus récente qui a un niveau polytechnique avec un panel de stars vraiment impressionnant dans l'enseignement. En parallèle de ça, vous avez en Suisse des écoles qui sont les hautes écoles, les HES,
dans lesquels les étudiants peuvent entrer sans baccalauréat. Ils peuvent entrer via un cursus d'apprentissage. Donc, ils font un apprentissage de dessinateur en bâtiment pendant 4 ans. Et puis, à la suite de ça, ils peuvent entrer dans l'école HES. Donc, on a un panel d'étudiants. C'est assez intéressant. Donc, on a des gens qui savent dessiner quand ils entrent. Ils savent souvent construire. Ils ont des fois une culture, il leur manque peut-être une ouverture, une culture générale qu'on peut acquérir dans un cursus classique de baccalauréat ou par rapport à des écoles polytechniques. Mais finalement, voilà, l'intérêt de ces écoles, en tout cas pour nous, c'est qu'elles nous, comme architectes et comme enseignants, elles nous donnent pas mal de liberté. Et puis on est dans une taille aussi assez intéressante. Et puis dans des formations où on a facilement, le fait d'avoir un panel d'étudiants assez mélangé. On a des gens qui ont fait un apprentissage, on a des gens qui ont un baccalauréat, on a souvent des gens qui ont une formation des fois de charpentier, de menuisier, qui vont faire une étude parallèle. Fait que je crois que c'est assez intéressant, mais en visitant un peu l'école, je pense que voilà, ça se rapproche, vous faites un peu la même chose, on n'est pas très loin, quoi, en tout cas. Nous, dans notre atelier, si je peux dire un mot, ce qu'on pratique, c'est en deuxième année, c'est le projet de logement, et puis on a mis en place une stratégie où on choisit une ville, alors toujours à l'étranger. Donc ça, on choisit une ville qui va être le thème de l'année. Cette année, on est à Barcelone. Ensuite, on fait des maquettes de sites de Barcelone d'intervention au premier semestre de différents quartiers. Donc là, on a 4 très grandes maquettes au 100e où les étudiants redessinent toutes les façades, impriment toutes les façades, montent les façades. Et puis chaque étudiant a un site d'intervention avec un programme de logement. Et puis ça nous fait vraiment un instrument vraiment assez intéressant. Puis on passe sur des échelles plus grandes normalement au 2e semestre. Et puis après, on a un voyage d'études qui accompagne l'année, où pendant ce voyage d'études aussi, durant l'année, on fait un guide d'architecture sur la ville où les étudiants étudient. Normalement, on produit un guide avec 120 objets de logements que les étudiants redessinent, analysent et photographient pendant le voyage d'études. Donc voilà, on a remarqué aussi que on a des étudiants qui voyagent pas forcément beaucoup. Ils sont souvent, c'est des fois des gens qui n'ont pas eu les moyens, qui ont fait un cursus assez classique d'apprentissage. Et puis on s'est rendu compte que c'était très formateur pour des gens qui voyagent peu de les inviter à travailler dans d'autres pays. Ça, c'était aussi une constatation. Ce type de projet, il serait peut-être moins pertinent à Lausanne ou à Mendrisio, je pense. Mais en tout cas, pour nous, Puis c'est aussi par rapport à l'enthousiasme, c'est une manière pour nous de rester à l'école, d'apprendre en allant dans des villes qu'on ne connaît pas forcément très bien. C'est aussi la clé, je crois, de l'enseignement, c'est d'arriver à se renouveler et faire en sorte que ça reste intéressant pour ne pas répéter le même exercice. Donc ça, c'est un défi qu'on se repose chaque année. Et puis, mais sinon, non, moi je pense que c'est pas... En tout cas, je sais pas, j'étais épaté par l'instrument que vous avez ici avec ce bâtiment et puis les espaces à disposition. C'est quand même assez fou, quoi, je crois. Je sais pas ce qu'en pensent les étudiants. Moi, je vois ça de l'extérieur. Vous êtes bien. Grand merci à vous pour votre écoute religieuse.